Europe 1 13h. La suite avec vous, Mickaël Dorian, et vos deux débatteurs, le chroniqueur politique Elliott Maman et l'écrivain et journaliste Vincent Roy. Une seconde partie consacrée à l'actualité politique. On va parler maintenant des consultations à l'Élysée. Ah oui, ça a commencé tôt ce matin. Emmanuel Macron a reçu les responsables du nouveau Front Populaire d'abord, accompagné de Lucie Castet, avant de s'entretenir avec ses propres députés et d'échanger ensuite cet après-midi avec Laurent Wauquiez. L'objectif fixé par le président est clair, trouver un Premier ministre capable d'obtenir, je cite, une majorité qui ne se fera pas renverser. Alors ça semble totalement impossible comme ça, Elliott Maman. Oui, alors en réalité, on peut rappeler d'ailleurs que la législature précédente avait elle aussi une majorité très faible et simplement elle n'a jamais parvenu à réunir contre elle, à son encontre, une motion de censure. Et c'est en fait ce pari d'équilibre que Emmanuel Macron veut reformer pour la législature qui s'ouvre. Par exemple, en s'élargissant peut-être vers la droite, c'est, je pense, l'hypothèse la plus probable. Laurent Wauquiez a dit qu'il n'allait pas accepter un accord de coalition en bonne et due forme. Par contre, il pourrait y avoir une forme de bonne entente qui consisterait précisément à trouver un certain nombre de mesures politiques sur lesquelles les Républicains n'opposeraient pas une opposition de principe. Par exemple, le Rassemblement national a été clair quant au fait que si des membres de la France insoumise devaient rejoindre le gouvernement, il y aurait une opposition de principe et une motion de censure immédiate avant même la possibilité de débattre de mesures politiques. Et vraisemblablement, un certain nombre d'acteurs de droite et de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle, seraient plutôt d'accord avec cette intransigeance à l'égard de la France insoumise. Et donc je pense qu'il s'agit en effet de trouver un gouvernement qui ne réunirait pas à son encontre une opposition atavique, si vous voulez. D'autant qu'il est plus ou moins entendu que le gouvernement n'est pas appelé à s'éterniser, que de nouvelles élections anticipées auront lieu dans un peu moins d'un an, et donc que cette espèce de coalition incertaine pourrait tenir jusqu'ici, même si naturellement les choses sont extrêmement compliquées et qu'en réalité on ne veut simplement pas remarquer que la France est purement ingouvernable en l'état actuel des choses. Alors surtout que vous parliez de majorité faible pour l'ex-majorité présidentielle, il semblerait, selon des calculs de Louis Dragnel, qui est le chef du service politique d'Europe 1, que la majorité qui pourrait être obtenue par Emmanuel Macron serait encore plus faible dans les projections qui ont été faites. Oui, absolument, d'où l'enjeu pour lui de parvenir à élargir sa coalition, soit un peu vers la gauche, peut-être en parvenant à reprendre quelques déçus au sein du Parti Socialiste, où vous le savez, deux lignes minoritaires s'opposent plus ou moins à l'alliance avec le nouveau Front Populaire, soit, je pense que c'est plus probable, vers la droite avec Laurent Wauquiez, ce qui pourrait lui permettre de réatteindre un peu plus de 200 sièges, ce qui était plus ou moins ce qu'il avait à la législature précédente. Mais vous avez raison, les choses vont être extrêmement compliquées. Je ne crois en revanche pas véritablement à l'option d'un gouvernement technique que l'on a souvent entendu, puisque les gouvernements techniques généralement favorisent les extrêmes à l'issue des élections qui les suivent. Et Emmanuel Macron sait par exemple que c'est précisément le gouvernement Draghi de 2021 qui a donné lieu au gouvernement Mélanie de 2022, et je pense que c'est une forme de traumatisme pour lui, d'autant que son engagement europhile est peut-être son seul engagement politique sincère, et donc je ne suis pas certain que l'hypothèse d'un gouvernement technique que l'on entend de plus en plus plébiscité dans un certain nombre de médias soit véritablement celle vers laquelle se dirige Emmanuel Macron. Néanmoins, il y a un manque d'informations qui nous viennent de l'Élysée, qui d'habitude est très bavard pour faire émerger des hypothèses au sein des commentateurs politiques, et qui en l'occurrence se montre au contraire avare en termes d'indiscrétion qui pourrait fuiter. Vincent Roy, ça fait 38 jours qu'on attend la nomination d'un Premier ministre. C'était le record en 1953. On va donc battre ce record, sauf si un Premier ministre est nommé d'ici ce soir, mais ça paraît peu probable. Est-ce qu'il a raison d'attendre, le président ? À quoi joue Emmanuel Macron, clairement ? Il joue à faire reposer la responsabilité d'un nouveau gouvernement sur les autres, alors que c'est lui qui a dissous. Donc il gagne du temps à tous les étages, si j'ose dire, mais surtout, sa volonté, c'est de réaliser une sorte d'hypercentre. Pour réaliser une sorte d'hypercentre, il faut qu'il attire à lui des socialistes déçus et des LR canal historique compatible. Mais ça, c'est son objectif depuis 2017. Mais c'est son objectif depuis 2017, mais là, il est au pied du mur. Il ne peut plus faire autrement. Ce qui est très marrant, c'est de voir s'agiter les gens du nouveau Front Populaire, en sachant très bien, de toute façon, qu'il n'y aura pas un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire.
C'est absolument évident. Vous entendez, vous avez des déclarations ce matin de Monsieur Roussel, par exemple. Monsieur Roussel qui pèse 2% quand même. Alors évidemment, avec le nouveau Front Populaire, ça lui donne une sorte de légitimité. Mais enfin, on entend quand même ces gens pour qui, a priori, plus personne ne vote. Parce qu'il faut quand même être très clair. 2%, c'est pas beaucoup de Français qui votent pour lui. Distribuer les bons et les mauvais points, dire Monsieur Macron devrait se comporter comme ci, comme ça, ça doit beaucoup amuser le président de la République. Bon, Gabriel Attal risque de rester à Matignon encore un petit moment, alors, Elliot Maman. Ah oui, c'est une possibilité. Le gouvernement démissionnaire pourrait se perpétuer. Imaginons même que Gabriel Attal soit remplacé par un autre responsable politique. Je pense que le caractère démissionnaire du gouvernement ne serait pas intégralement révoqué pour autant. En revanche, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a une forme de contestation interne à Renaissance avec Elisabeth Borne qui a voulu mettre en avant sa candidature pour la présidence, le secrétariat général de la formation politique, en arguant précisément du fait qu'il y avait déjà un cumul des mandats du côté de Gabriel Attal et que son emploi du temps était donc extrêmement chargé. Et je me demande justement dans quelle mesure Emmanuel Macron pourrait se faire un peu dépasser par sa base partisane, agacé d'avoir été très maltraité au cours de la dissolution et qui, en l'occurrence, pourrait chercher à imposer des choix un peu plus politiques que ceux qui se profilent à l'heure actuelle et qui pourrait en réalité faire perdre sa place à Gabriel Attal qui de fait va se retrouver... Mais vous savez que Gabriel Attal pourrait succéder à Gabriel Attal. Oui, enfin, là, ça paraît un peu probable quand même. Attendez, vous savez, on a un président tout à fait étonnant. Donc, on ne sait pas. Vous avez vu le dernier sondage, 40% des Français disent qu'il serait favorable à ce que Gabriel Attal conserve son poste. Ils ont quand même perdu les élections législatives. Oui, ils ont perdu les élections législatives. Donc, concernant justement le fait de jouer la montre, on l'a compris, c'est dans l'intérêt d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est aussi dans l'intérêt justement de Gabriel Attal ? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Gabriel Attal de rester pour le moment à Matignon ? Ou d'être même renouvelé à Matignon? L'intérêt de Gabriel Attal, je crois pas. L'intérêt du président de la République, c'est de gagner du temps, c'est de rester maître des horloges. Effectivement, mais pardon. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc non, Gabriel Attal, non. D'abord, il sait bien que désormais son avenir est ailleurs, et il essaie de. Vous savez, l'élection présidentielle n'est pas très loin. C'est ce qui concerne en réalité tous les esprits. Tous les esprits sont là-dessus. Pour revenir aux consultations de ce matin avec le nouveau Front Populaire, eux semblent plus déterminés que jamais à imposer Lucie Castet. On se demande d'ailleurs pourquoi Emmanuel Macron a accepté de la recevoir aujourd'hui, Elliot Maman. Oui, et même de la recevoir en premier lieu. De toute évidence, en premier lieu, on peut imaginer que c'est parce que c'est le nouveau Front Populaire qui avait obtenu quand même la majorité relative lors des dernières législatives. Donc c'était une façon de le reconnaître, ça. Oui, maintenant, estimer que le nouveau Front Populaire est le groupe majoritaire relève également de la rhétorique, puisque concrètement, le nouveau Front Populaire est morcelé. Il n'y a pas de groupe coalisé en tant que tel. Il part en un sens presque plus désuni que la NUPES de 2022, qui entendait à l'origine pouvoir incarner une coalition parlementaire, et donc le groupe majoritaire serait plutôt le Rassemblement national si l'on devait véritablement s'en tenir aux effectifs concrets inscrits à l'hémicycle. Maintenant, je pense que Emmanuel Macron a également invité Lucie Castet pour essayer de faire montre de sa bonne foi dans une situation où il sait que quoi qu'il arrive, Lucie Castet ne saurait représenter une véritable menace politique, puisque imaginons même qu'il décide, comme le proposait Alain Minc dans une récente tribune, de nommer Lucie Castet à Matignon, il est assez certain qu'elle réunirait très rapidement une motion de censure à son encontre, et en un sens le nouveau Front Populaire serait alors pleinement désavoué. Donc peut-être aussi que c'est pour mettre une forme de pression sur ses alliés coalisés qu'il invite Lucie Castet. Mais il y a une chose qu'on peut reconnaître, Vincent, à Lucie Castet, une certaine forme de courage et de détermination. Je trouve pas ça. Il y a une forme de, encore une fois, il y a une forme d'hubris à vouloir à tout prix comme ça s'imposer. Elle est aux fonctionnaires, aux finances, à la mairie de Paris. Elle veut devenir comme ça Premier ministre. Enfin, tout ça est une construction. On peut dire qu'elle a un imaginaire. Voilà. Après, on peut. Mais il y a quelqu'un dont on ne parle pas, qui me paraît absolument capital. Il s'appelle Monsieur Mélenchon. Savez-vous que Monsieur Mélenchon, il veut pas du tout y aller. Il veut pas y aller, il veut pas que sa formation politique y aille, il ne veut pas que le nouveau Front Populaire y aille, il veut
être neuf pour la présidentielle et se retrouver face à Marine Le Pen. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le théâtre ou le cirque qui est en train de se jouer avec un monsieur loyal qui est Emmanuel Macron. Mais il faut bien comprendre cela. Monsieur Mélenchon, mais il veut surtout pas y aller, vous vous rendez compte? Alors, il va pas griller les cartouches maintenant. Vous avez entendu Louis Boyard hier chez nos confrères de BFM TV. Lui disait ce sera Lucie Castet ou ce sera la destitution du président de la République. Non mais attendez, d'abord écoutez, voyez le santé à mon ton le crédit que je peux accorder aux paroles de monsieur Boyard. Bon. Mais on va pas se boyardiser à l'envi, c'est du n'importe quoi. Bon, lui joue sa partition, mais je vous dis, ce qu'il faut observer, c'est le patron du nouveau Front Populaire, c'est-à-dire le patron de la gauche. Le patron de la gauche, c'est Mélenchon. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. C'est lui qui est l'arbitre des élégances. Bon, dans ce camp-là. Et monsieur Mélenchon, lui, il veut rester en réserve, ne griller aucune cartouche et rester absolument neuf, intact, si vous voulez, ne veut pas s'user avant l'échéance de la présidentielle. Voilà dernier mot, Elliot, pour terminer. Oui, je pense d'ailleurs que la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon ne veut pas y aller est la même que celle pour laquelle Gabriel Attal a tout intérêt à quitter Matignon au plus vite, et également la même pour laquelle Marine Le Pen peut tout à fait se complaire dans son groupe, non pas majoritaire d'un point de vue absolu, mais plus ou moins pivot dans l'Assemblée actuelle. C'est que au cours des élections, les Français rendent comptable de leurs souffrances économiques, par exemple les personnes qui sont en charge à l'issue au cours de l'entrée dans un processus d'élection. Et donc évidemment que la mise en scène extrêmement désinvolte que l'on assiste du côté de la France insoumise, avec cette surenchère, cette outrance verbale, par exemple chez Louis Boyard, qui nous explique que la destitution du président de la République est une forme d'objectif absolu, est aussi une mise en scène pour faire comprendre aux électeurs qu'ils ne sont pas tout à fait alimentés par une éthique de responsabilité que l'on attend de la part de gouvernants, et donc qu'ils auront gagné en maturité d'ici à 2027, mais qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas leur confier le pouvoir puisqu'ils n'y sont manifestement pas préparés. Je pense que Vincent Roy a raison. Et c'était le mot de la fin. Vous êtes tous les deux d'accord, donc tout va bien. Merci Elliot Maman, merci Vincent Roy.